Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser au sac de couchage et je vais essayer de vous donner quelques conseils pour bien choisir votre sac de couchage et éviter quelques erreurs. Alors pourquoi j'en viens à vous faire cette vidéo aujourd'hui? Tout simplement pour vous éviter de reproduire les mêmes erreurs que moi dans le passé, c'est-à-dire d'acheter le mauvais sac de couchage pour la mauvaise situation, puisque effectivement les sacs de couchage, il n'y a pas de sac de couchage qui est universel. Si vous partez en hiver ou en été, vous n'allez pas forcément prendre le même sac de couchage. Si vous faites une activité de camping, une activité de randonnée ou de mule, donc de marche ultra light, vous n'allez pas du tout avoir besoin du même type de sac de couchage et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc pour la vidéo, elle est basée sur mon expérience personnelle et aussi sur tous les retombées que j'ai pu voir sur certains forums de rando, de marche, de voyage et sur pas mal de sites de constructeurs. Je me suis renseigné sur les sites des constructeurs, sur la contenance des sacs de couchage, la norme aussi, puisque maintenant il faut savoir qu'il y a une norme pour les températures. Alors c'est pas un truc de fou non plus, mais c'est bon à savoir, c'est une recommandation. Voilà, donc j'ai essayé de récupérer plein d'informations. Donc pour certains, ces informations, pour les plus expérimentés, vous paraître évidentes et pour d'autres, vous allez découvrir et j'espère que ça pourra vous aider au mieux à faire votre choix. Je vous parlerai aussi des accessoires qui peuvent vous aider à faire durer au plus longtemps possible vos sacs de couchage, des conseils pour stocker vos sacs de couchage et aussi des conseils d'entretien. Et puis voilà, allez, on commence tout de suite la vidéo. On va tout de suite commencer par la taille des duvets puisque ça peut être un sujet assez flou pour certains. Moi-même, les premières fois, je ne savais pas à quoi correspondaient les tailles des duvets. Vous allez voir que ça peut aller vite de se faire avoir au niveau des tailles. Donc les tailles, c'est un petit peu comme les vêtements. On a les 4 principales. Donc le S, le M, le L et le XL. Le S va convenir pour des personnes inférieures ou égales à 1,65 m, ce qui va laisser à peu près 170 de profondeur dans le duvet. Donc ça, c'est selon les marques. Pour vous donner ces infos, j'ai été voir 4 ou 5 sites de marques différents et ça correspond à peu près sur toutes les marques. Donc j'ai vu La Fuma, Miele, Decathlon, ça correspond à peu près à ça. La taille M, on va aller sur des personnes qui sont de 1,65 m jusqu'à 1,80 m avec environ 190 de profondeur à l'intérieur du duvet. Donc ça, c'est des chiffres assez vastes, ça va dépendre des marques. Pour la taille L, ça va concerner les personnes qui font plus de 1,80 m et ils nous annoncent qu'on a à peu près 2 mètres de profondeur à l'intérieur du duvet, toujours pareil selon les marques. Et la taille XL, ce serait des duvets qui sont pour 2 personnes. Voilà, donc il va être important de choisir un duvet ajusté à sa taille, ne pas prendre un duvet trop grand, tout simplement puisque si vous prenez un duvet qui est trop grand, enfin un sac de couchage qui est trop grand, vous allez mettre plus de temps à le réchauffer, vous allez avoir plus de déperdition de chaleur et vous avez donc du coup tendance à avoir plus froid que dans un duvet adapté à votre taille. Pareil pour les duvets trop petits, si le duvet est trop petit qui vous arrive là, vous allez avoir froid tout le haut du corps, et si il est trop petit qui vous arrive quand même là, que vous arrivez à le mettre, vous risquez d'être dans une position inconfortable, vous sentir serré, oppressé, ça risque forcément de déchirer le sac de couchage et forcément de vous donner froid. Ah voilà, c'est tout pour les tailles sur les sacs de couchage. Alors après la taille des sacs de couchage, il va falloir s'intéresser à la forme des sacs de couchage puisque oui, effectivement, la forme des sacs de couchage va avoir un impact selon votre activité et selon le climat extérieur. La forme des sacs de couchage va être conditionnée vraiment par rapport à ce que vous recherchez. Il y a 3 grandes familles de sacs de couchage et ce qui tombe bien, c'est que moi je possède ces 3 grandes familles de sacs de couchage puisque je fais des différentes activités, donc je vais pouvoir vous en parler vraiment avec connaissance. Les premiers sont les plus connus, les formes de type rectangulaire. Je vous montrerai des images après de quoi ça correspond. Donc la forme de type rectangulaire, souvent elle est plus adaptée au camping et au milieu chaud à modéré. Pourquoi? Puisque dedans vous avez de la place, vous pouvez bouger et c'est assez aéré. Ceux-là vont vraiment être adaptés plus au milieu chaud et climat modéré, on va dire, donc printemps-été, et vraiment un usage camping, peut-être voyage en tente de toit par exemple, ou alors ça peut aussi très bien vous servir en ultra, mais ça va être souvent plus lourd puisqu'il y a plus de matière et peut-être moins adapté à d'autres climats. La deuxième grande famille, c'est la famille de type sarcophage et celle-ci va être vraiment plus ajustée près du corps. Vous allez vraiment être un peu plus serré dedans et celle-ci va vraiment être adaptée pour les milieux froids, voire
très très froid. Et ensuite, la troisième famille, ça va être les types pieds d'éléphant. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les sacs de couchage de type pied d'éléphant, j'ai fait une vidéo sur la Waha Ultra Sleeping Jacket. Donc c'est un sac de couchage de type pied d'éléphant. Je vous mets le lien juste ici. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Donc en gros, c'est un demi-sac de couchage qui vient vous couvrir les jambes et qui est souvent fourni avec une veste en fait, en plus, qui va vous servir pour votre activité la journée ou le soir au niveau du feu de camp ou de votre repos, lieu de repos dans le refuge, etc., etc. Et vous venez zipper tout simplement en fait la partie basse du sac de couchage le soir pour dormir, ce qui va vous faire économiser une veste en fait à prendre en plus de ce sac de couchage. Alors souvent ces sacs de couchage là sont adaptés pour des températures relativement chaude jusqu'à 0 degré maximum. Le mien va jusqu'à 5 degrés il me semble. En dessous on en trouve très rarement et ça va vraiment correspondre à des activités de type mule, donc marche ultra light pour ceux qui connaissent, ou alors au marathon des sables, ou alors vraiment des endroits où on a besoin d'être léger et on a un climat quand même relativement modéré. Voilà, donc ça c'est tout pour les trois grandes familles. Je vais vous mettre des images juste après du type pied d'éléphant, du type rectangulaire et du type sarcophage. Je vais vous montrer ça juste après. Voilà, donc c'est tout pour les formes des sacs de couchage. Ensuite, un détail aussi qu'on va pouvoir choisir, il s'agit du zip. Si vous voulez un zip pour les gauchers, donc côté gauche, ou un zip côté droite pour les droitiers, ou tout simplement si vous êtes en couple et que vous souhaitez réunir vos duvets, pensez bien à prendre un zip gauche et droite pour pouvoir les mettre ensemble. Voilà, donc ça c'est le côté du zip, c'est assez rapide, mais il faut quand même le savoir et y penser. Voilà, maintenant qu'on a la forme et la taille de notre sac de couchage, ça va nous indiquer déjà les premières choses à prendre en compte. Maintenant, on va s'intéresser au garnissage de notre sac de couchage. Donc là, deux grandes familles, le duvet ou le synthétique. Donc on va commencer par le duvet. Le duvet généralement est fait en plume d'oie ou de canard, voire un mix des deux. Il faut savoir que la plume d'oie est plus isolante que la plume de canard. Pour le pourcentage de garnissage, ça s'exprime en coins, donc ce qui veut dire cubic inch, ou alors vous allez retrouver la mention Feel Power. Ça correspond en gros au pouvoir gonflant de votre sac de couchage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus cet indice est élevé, meilleure sera la qualité de votre sac de couchage, mais forcément le prix aussi sera plus élevé. Voilà, maintenant pour les plus et les moins du sac de couchage en duvet. Donc pour les plus, il est souvent beaucoup plus léger, beaucoup plus respirant et beaucoup plus compressible que le sac en synthétique. On va aussi avoir un meilleur rendement isolation, rapport isolation-rendement, pardon. Par contre, les inconvénients, il va être souvent plus cher. Il va être aussi très difficile d'entretien. Le séchage va être difficile aussi. Il craint l'humidité et il va falloir le stocker à la maison non compressé. Donc il va falloir l'étendre sur un cintre et le laisser pendre dans un placard ou dans le cellier de la maison si vous en avez un, mais c'est des inconvénients à savoir. Voilà, on va tout de suite maintenant passer au synthétique. Alors pour les synthétiques, on retrouve trois grandes familles de remplissage à l'intérieur. Le synthétique, vous allez retrouver le Primaloft. Le Primaloft, qu'est-ce que c'est? Ça va être une matière qui va être similaire au duvet, donc qui va être un petit peu plus compressible que les deux autres que je vais vous citer, mais qui ne sera jamais aussi compressible qu'un sac en duvet. Vous avez ensuite le Polar Guard, donc c'est un matériau qui est un petit peu plus rigide et moins compressible que le précédent. Et il vous restera après le Thermolite. Le Thermolite, cette matière, c'est celle qui propose le meilleur rapport isolation-poids dans le synthétique, mais il reste quand même plus lourd qu'un sac de couchage en duvet. Voilà, donc les avantages et les inconvénients du synthétique. On va être beaucoup moins cher sur le prix du sac de couchage. Il va être plus résistant à l'humidité, il va être plus rapide à sécher. Il va avoir un entretien beaucoup plus simple que le duvet. Par contre, il va être plus lourd et beaucoup moins compressible que le duvet, et souvent un petit peu moins confortable. Il y a un autre avantage et un autre inconvénient au duvet que je n'ai pas précisé tout à l'heure. L'avantage et l'inconvénient sur le sac en duvet, le gros inconvénient, c'est que si vous
faites une déchirure dessus, les plumes vont sortir et vous allez perdre du coin, donc du remplissage, et du coup la capacité de température va changer. Sur le synthétique, si vous le déchirez, normalement il ne devrait pas y avoir de fibres qui sortent, vous avez juste à mettre un petit bout de gaffeur ou une rustine où vous faites de la couture et c'est reparti. Voilà, donc ça c'est tout pour le garnissage des sacs de couchage. On va s'intéresser à la température de notre sac de couchage puisque c'est là le point le plus important. Forcément, si on va en Alaska ou dans le désert du Sahara, on va pas prendre la même plage de température. Alors, comment est déterminée cette plage de température? Qu'est-ce qui fait qu'un sac de température confort moins 15 est un sac de température moins 15? Et bien, en gros, cette température, elle est régie par une norme, donc c'est une norme de test, en gros. C'est la norme EN 13537 qui a été créée en 2002 et qui a commencé à être appliquée par certains fabricants en 2005, qui a été commencé alors je vous dis qu'il a été commencé à être appliqué par certains fabricants parce que ce n'est pas une norme obligatoire. En gros, cette norme, elle régit les conditions de test des sacs de couchage. Ça veut dire qu'ils estiment que le sac de couchage avec ces tests-là correspondra à telle température. Donc, si ça vous intéresse, la norme 13537, je vous invite à la lire sur internet. C'est un pavé de 20 pages, je l'ai survolé. Et tout ça pour vous dire qu'en gros, quand ils testent le sac de couchage, ils viennent en labo mettre un tapis isolant, ils mettent le sac de couchage, à l'intérieur ils vous mettent un mannequin avec entre 6 et 35 sondes de température, ils envoient du froid et un léger vent à 4 mètres secondes à peu près, d'après ce que j'ai lu. Et de là, ils calculent à partir de quand le mannequin commence à ressentir le froid, les échanges thermiques, etc. Et là, de là, ils donnent une note au sac. Et c'est cette note qu'on va retrouver sur les plages de température. Voilà. Donc ça, c'est pour vous la faire courte parce qu'elle est vraiment très très longue à lire cette note. Voilà. Maintenant qu'on a fini de parler de cette norme, on va parler des inscriptions, donc des plages de température qu'il y a marquées sur nos sacs de couchage. Sur ces plages de température, on va en retrouver 4 exactement. Alors souvent, vous allez en voir que 3 d'inscrites, mais il y en a bien une quatrième. La quatrième, c'est la température maximale d'utilisation de votre sac de couchage qui devrait se trouver ici. Alors on le trouve que sur certaines marques et c'est très très rare. Donc à quoi correspond la température maximale de votre sac de couchage? Il considère que c'est la température à partir de laquelle vous allez être allongé sur le dos avec le duvet entrouvert et que vous allez commencer à transpirer, donc à avoir trop chaud. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on y retrouve? La température confort, la température limite et la température extrême. Entre ces températures-là, vous allez avoir des ponts, donc vous allez avoir une température de transition et une température de risque. Donc on va s'intéresser d'abord à la température confort. Donc la température confort, ils expliquent en gros que c'est la température à laquelle une femme sur le dos à l'aise en fait, ne ressentira pas les effets du froid et sera au parfait équilibre thermique. Donc je vous précise une femme puisque sur la température de limite confort ou la température confort, là il va s'agir de la température dans laquelle un homme en position fétale sera au parfait équilibre thermique sans ressentir la sensation de froid. Entre les deux, ici, vous allez avoir la température de transition. Donc, c'est la température à partir de laquelle vous allez être à l'aise sur le dos et vous allez passer en position recroquevillée sur vous-même, mais tout en restant quand même au chaud dans votre duvet sans ressentir les effets du froid. Ensuite, on va y retrouver du coup la température. On a parlé de la température limite, on va y retrouver la température extrême. Entre les deux, ici, vous avez la température de risque. Donc, c'est la température à partir de laquelle vous allez commencer à ressentir les effets du froid sans pour autant être en danger. Par contre, plus vous allez vous rapprocher de la température extrême, donc sur celui-ci, moins 42 degrés, plus vous allez être dans une température de risque, en gros, et passer la température de risque, vous êtes clairement en danger de mort. Donc, en gros, à titre d'exemple, par exemple, là, à moins 19 degrés, ça va aller.
mais je vais commencer à moins 25 à l'extérieur par exemple, à avoir des petits picotis, à avoir froid, et plus je vais me rapprocher des températures de moins 42 degrés, plus je vais être en situation de survie. Donc attention, prenez pas ça pour du content. Quand vous voyez un sac à moins 43 degrés, si vous vous dites ah, c'est moins 19, ça va jusqu'à moins 43, c'est bon, on devrait avoir moins 25. Non, non, non. Préférez prendre un duvet moins 30 et avoir une température extrême qui soit à moins 60 par exemple. Si vous êtes dans du moins 30, vous serez plus confort. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous avez passé la température extrême, normalement, donc ici moins 42 degrés, il vous reste à peu près 6 heures avant de mourir de froid. Clairement, puisque vous allez être en hypothermie et à partir de ce moment-là, ça peut vous être fatal. Vous pouvez aussi avoir des engelures, la gangrène, du coup, on va être obligé de vous couper des doigts, etc., etc. Donc attention, cette température limite, en gros, c'est la température dans laquelle vous êtes en position fétale, vous avez une forte sensation de froid, vous êtes en risque d'hypothermie et au-delà de cette température, il vous reste en gros 6 heures à vivre. Donc ça, c'est les données qu'on trouve quasiment sur tous les sites constructeurs. Donc surtout, faites très attention. Si vous comptez aller dans un endroit froid, ne vous dites pas « Ok, c'est bon, il va jusqu'à température moins 42 en extrême. À partir de cette température-là, vous serez considéré comme mort. » Bien sûr, selon votre état de santé, selon les conditions climatiques, etc., etc. C'est propre à chacun, mais faites attention à ça. Voilà, donc c'est tout pour la température. Maintenant, normalement, avec toutes les informations que je vous ai données, vous avez votre sac de couchage. Voilà, maintenant que vous avez choisi votre sac de couchage, normalement, avec toutes les infos que je vous ai données avant, c'est bon, vous avez choisi le bon et vous êtes sur la bonne voie. Du coup, qu'est-ce qui va rester à prendre en compte? C'est l'entretien de votre sac de couchage et le stockage, le lavage, éventuellement les quelques petits accessoires qui vont vous servir pour faire perdurer la durée de vie tout simplement de votre sac de couchage. Première chose à prendre en compte, l'entretien du sac de couchage. Quand vous êtes chez vous, un sac de couchage normalement doit rester déplié, être sorti de sa housse de compression. Donc la housse de compression, c'est celle-ci. Il doit être sorti, être mis normalement sur un cintre et mis soit dans un placard, soit dans un cellier si vous en avez un, mais il doit respirer, surtout pour les sacs en duvet, sinon ça les bousille. Voilà, ça c'est les recommandations constructeurs. Si vous devez venir avoir à laver votre sac de couchage, on ne le lave pas en machine à laver, on vient le laver dans une baignoire, on ne le met pas en séchante, on le fait sécher à l'air libre et surtout on ne vient pas mettre d'adoucissant avec la lessive, c'est très important. D'ailleurs sur tous vos vêtements techniques, il faut éviter l'adoucissant dans la lessive et puis il faut le laver avec une eau à température ambiante. Si vraiment vous voulez voir comment on lave un sac de couchage, je vous invite à aller voir la chaîne de Fabien, donc de Grandeur Nature, qui a fait un épisode complet sur le lavage de duvet. Aussi, on le stocke forcément à l'abri du soleil, à l'abri de l'humidité, dans un endroit sec et frais. Donc ça, c'est tout pour à la maison. Ensuite, on va passer sur le bivouac. Donc quand on est en bivouac, que ce soit en voyage en tente de toit par exemple, que ce soit en randonnée, en trek ou en voyage d'affaires par exemple, si vous prenez ça ou en stage, vous prenez ça pour aller à l'hôtel parce que vous n'avez pas envie d'utiliser les draps. Première chose à faire, quand vous arrivez, vous avez installé votre tente, votre hamac, votre tente de toit, votre caravane, peu importe, il va falloir déplier votre sac de couchage et le laisser gonfler et prendre l'air. Déjà, ça va le sécher s'il est un petit peu humide et ensuite, il va prendre son pouvoir gonflant. Voilà. Ensuite, il va falloir éviter un maximum de l'utiliser à même le sol puisqu'il y a des risques forcément d'abrasion. Et sur un sac en duvet, si vous le déchirez, et le duvet va partir partout. Ensuite, pourquoi aussi on évite de l'utiliser à même le sol, puisque le sol est froid et que la chaleur, le froid du sol va être transféré dans votre duvet, puisque vous n'avez pas de pont thermique entre les deux. Donc il va falloir utiliser un matelas isolant qui a une air value, donc ça c'est en gros la capacité isolante du matelas. On fera une vidéo sur les matelas aussi qui va vous guider en fait par rapport à tout ça. Voilà, donc du coup on le déplie, on évite de l'utiliser à même le sol. Dès qu'on se réveille le matin, qu'on sort de sa tente, la première chose qu'on fait après le petit café, on prend le sac, on le met à l'extérieur. Alors bien sûr, s'il pleut pas, s'il fait beau et qu'il y a du soleil, on vient le mettre à l'extérieur, on l'ouvre et on le laisse sécher avant de le replier. Pour le repliage,
on ne vient pas le replier comme une tente où on vient faire les plis, tout ça, et on le roule correctement. Non, un sac de couchage, ça se roule en boule. Vous le prenez et vous le rentrez comme ça, là, dans sa housse de compression, voilà, en boule. Pourquoi? Parce que si vous venez le replier comme une tente, vous allez toujours faire les plis au même endroit, ce qui va venir écraser, enfin éclater la fibre, ça va l'écarter au fur et à mesure, et après ça va vous faire un gros trait où la fibre va être éclatée, vous n'allez plus avoir de duvet, de thermolite ou toutes ces matières là à un endroit, ce qui va vous faire une passoire thermique, et du coup tout le froid va rentrer et va sortir par là, et votre duvet il sera complètement inutilisable. Donc du coup vous le roulez en boule le temps de rentrer à la maison, et à la maison vous le dépliez sur un cintre. Allez, maintenant, normalement, c'est à peu près tout sur l'utilisation du sac de couchage. On va parler de quelques petits accessoires qui sont presque indispensables dans certaines situations et d'autres tout le temps. Voilà, les deux premiers accessoires que je voulais vous parler, c'est les sacs soit en polycoton, soit en soie. Alors celui-là est complètement déplié. Voilà, les petits sacs de soie, donc c'est des draps en gros de duvet. Donc vous allez vous mettre dans ce sac et vous allez rentrer dans votre sac de couchage avec. Ce sac là va protéger votre sac de couchage d'éventuellement les saletés que vous avez sur vous, de la transpiration. C'est lui qui va tout absorber, et lui on peut le mettre à la machine sans aucun problème. Toujours pareil, pas d'adoucissant, mais vous pouvez le laver vitam aeternam, et du coup celui-là va protéger votre sac de couchage. Alors moi celui-là par exemple, c'est un drap en polycoton rectangulaire que j'utilise par exemple quand je vais dans un hôtel, parce que j'ai pas forcément confiance aux draps qui sont là-bas, ils sont pas toujours très propres, donc je préfère avoir mon propre drap. J'utilise celui-là, il va aussi me servir dans la tente de toit, par exemple dans un duvet rectangulaire. Si je vais en été par exemple, ça suffira amplement et ça évitera de crader mon duvet. Voilà, ensuite j'ai aussi celui-ci en soie. Alors celui-ci ça fait près de 10 ans que je l'ai, c'est de la marque Cocoon. L'autre c'était une marque Mountain Worn House, pour ceux qui connaissent pas, c'est une marque qui fait du sac de couchage aussi, qui est pas dégueulasse. Donc celui-là on voit qu'il a un gros trou ici, il a bientôt plus de 10 ans, il est en soie et même principe que l'autre. Donc celui-là il est en type sarcophage, donc il va vraiment avec tous les types de duvet. L'autre est un rectangulaire, il va pas aller avec le type sarcophage. Il est en soie, il est beaucoup plus confortable, je préfère celui-là que le polycoton, il est beaucoup plus léger aussi, beaucoup plus compressible. À savoir que ceux en soie, selon les marques, ils peuvent vous promettre d'avoir une température un petit peu plus élevée dans votre duvet, vous aider à garder de la chaleur, puisque forcément ça fait une matière en plus. Alors attention, il y en a qui vous promettent jusqu'à plus 15 degrés. Je sais pas si c'est vrai, j'ai pas testé, méfiez-vous quand même un petit peu de ça. Plus 15 degrés sur une couche fine comme ça, je n'y crois pas trop, et on est plusieurs à ne pas trop y croire maintenant. Il faut essayer, mais ceci dit, celui-là est très très bien. La soie, c'est vraiment l'idéal, je trouve. C'est léger en rando et tout, ça prend pas de place. Donc voilà, ça je vous le conseille pour mettre dans votre sac de couchage, c'est très important, ça évitera de devoir le laver toutes les 5 minutes et de le bousiller en fait à terme. Un autre accessoire que je n'ai pas là, qui est dans mon placard et que je n'avais pas envie de sortir parce qu'il est vraiment énorme, c'est un sac en Gore-Tex ou en Dry Edge. Donc Dry Edge, c'est de la membrane Gore-Tex en gros de chez Miele. C'est un sursac de couchage où vous venez glisser votre sac à l'intérieur. Par exemple, si vous souhaitez faire une nuit à la belle étoile, vous allez mettre votre matelas et votre sac à l'intérieur de cette housse en Gore-Tex ou en Dry Edge, et vous allez pouvoir vous protéger des éléments extérieurs, donc de la pluie, du soleil, du vent, de la neige. Moi j'ai eu l'occasion de tester en Gore-Tex dans vraiment toutes les conditions possibles et inimaginables, donc orage, pluie, neige, vent, glace. C'est vraiment bien, on reste quand même au sec à l'intérieur. Alors même si on peut avoir froid parce qu'on n'a pas le duvet adapté, ce qui m'est déjà arrivé, au moins on reste au sec et ça fait le boulot. Par contre attention à ceux qui sont dans les surplus militaires, ceux de l'armée, j'en ai même eu 2, c'est clairement de la merde. Préférez aller prendre un truc en Dry Edge ou un truc en Gore-Tex d'une marque qui fait ça correctement. Ceux de l'armée sont lourds et ils sont souvent le Gore-Tex est abîmé par le temps, donc faites attention au matériel de surplus, il n'est pas forcément toujours dans un bon état. Voilà, dernier petit
objet que je peux vous conseiller, c'est pour ceux qui n'ont pas la place de ranger leur duvet sur des cintres, c'est d'acheter les petites housses de lavage. Alors celui-là, vous voyez, il fait la taille d'une thé d'oreiller. Il est très grand, il est micro perforé, donc il laisse passer l'air. Et ça, en gros, si vous n'avez pas la place de ranger vos sacs de couchage sur un cintre, par exemple, moi, des sacs de couchage, j'en ai à peu près 7 à la maison. Et il m'est impossible de tous les mettre sur cintre, puisque ça prend énormément de place et c'est très grand. Là, ça prend à peu près 2 mètres d'envergure, généralement. Donc, vous voyez là, par exemple, pour le Makalu Light de chez Simon, là le Makalu Light 3, je crois qu'en termes de taille on est sur du 185 max, donc il fait 2 mètres en extérieur clairement. Donc du coup, on peut utiliser ces petits filets et ça va permettre, donc vous voyez la housse de compression, vous voyez la taille du filet. Une fois que je le sors de sa housse, je le mets là-dedans et ça permet quand même à mon sac de respirer un peu plus et d'être moins compressé que dans sa housse. Donc c'est aussi une solution. Par exemple, pour ce sac de couchage là, il a été fourni avec un filet de compression pour le rangement, pour ceux qui n'ont pas la place de le ranger détendu comme moi. Moi, je le range détendu et je me sers du filet pour d'autres duvets. Mais sur les grandes marques ou sur les sacs qui sont un peu chers, on vous le fournit. Voilà, c'est tout. On a fait le tour. Maintenant, je vous ai donné les petits accessoires, les petits conseils d'entretien. J'en ai peut-être oublié, mais j'espère que le principal a été dit. Bon, voilà, c'est fini pour la vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Merci à tous les abonnés et à tous ceux qui regardent les vidéos. J'espère que celle-ci vous plaise, celle-ci vous a plu aussi. N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo et surtout à la liker. Si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, n'oubliez pas de le faire. Si vous voulez les notifications, activez la petite cloche. Et sur ce, je vous dis voyagez bien, trekkez bien, randonnez bien et surtout portez-vous bien. Allez, ciao, à la prochaine.